BFM Business. L'heure H, l'invité d'Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'heure H avec notre invité, l'éminence grise de Marine Le Pen, Jean Messia, coordinateur du projet présidentiel de la candidate du Front National. Jean Messia, bonsoir. Bonsoir madame. On vous présente souvent comme ça, non, j'ai vu que ça vous faisait sourire. C'est vrai qu'on vous a... monsieur Le Chypre qui me fait rire. On vous voit Emmanuel Le Chypre qui vient nous rejoindre dès le début. Bonsoir Emmanuel. Oui, bonsoir. Éminence grise parce qu'on voit partout Jean Messia. Il est toujours juste derrière Marine Le Pen. On vous a vu en l'occurrence le soir du premier tour. Vous étiez juste à côté de la candidate du Front National. Justement, qu'est-ce que vous attendez? Comment vous avez préparé le débat de demain soir? Bah, écoutez, on l'a préparé comme ça se prépare, en passant en vue les thématiques. Voilà, je crois pas plus de choses à dire que ça là-dessus. Mais vous allez quoi? Il est prévu d'attaquer Emmanuel Macron, candidat de la finance, candidat des banques. Vous croyez quand même pas que je vais vous donner les arguments que nous allons utiliser demain? Non, vous verrez bien. Il faut s'attendre à un match extrêmement violent. Il faudra beaucoup d'agressivité de la part de Marine Le Pen. Dans quel état d'esprit elle aborde le sujet? Je crois que l'agressivité vient surtout de nos adversaires. Quand on voit, si vous voulez, la propagande qui est menée à la fois contre notre projet économique, les médias unanimes, j'en recevais des journalistes canadiens il y a 2 semaines qui couvrent les élections présidentielles françaises, qui me disaient on n'a pas lu une ligne de positive sur Marine Le Pen depuis que nous sommes en France, depuis 1 mois donc. Et donc ça pose vraiment un problème de démocratie, parce qu'on peut avoir des critiques bien sûr. Mais si par ailleurs on ne sait pas reconnaître aussi certaines qualités, le monologue dans une seule direction est toujours problématique. D'ailleurs, je ne comprends pas comment on se pose jamais la question. Et en même temps, vous voyez, vous êtes là autant que les... Non, je parle des journalistes. Je parle des journalistes. Hein, donc, justement. Vous êtes là autant que les soutiens d'Emmanuel Macron. Parce non, mais je parle des prises de position de journalistes. Les prises de position de journalistes sont systématiquement critiques et destructrices. Mais en même temps, d'attaquer comme ça les médias à ce point-là, d'avoir autant d'agressivité, c'est une bonne ligne. Non, mais c'est un constat, c'est tout. C'est un constat. Vous le voyez bien, d'ailleurs, le ton qui est utilisé vis-à-vis d'Emmanuel Macron et de ses soutiens n'est jamais le même. Je fais plusieurs plateaux, je suis systématiquement assailli à la fois par ceux qui sont avec Macron, ses porte-parole, et aussi par les journalistes. Est-ce qu'il n'y a pas une victimisation quand même et une agressivité de votre part? Quand je dis votre part, c'est pas spécialement vous, Jean Messia, parce qu'en l'occurrence, on peut parler avec vous. Je vais vous dire quelque chose. Les Français le sentent, et je peux vous montrer tous les messages que je reçois sur Twitter et sur Facebook, et je ne suis pas le seul. Les Français le sentent. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc demain, est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose on va être entre 2 candidats à l'élection présidentielle ou on va être à l'affrontement de 2 programmes économiques C'est un affrontement à la loyale entre 2 visions de la France, entre 2 programmes. Le premier programme qui vise à sortir la France de l'histoire pour continuer à engraisser une oligarchie. Le deuxième programme, c'est le contraire, c'est sortir l'oligarchie pour que vive la France. Et est-ce que ce n'est pas sortir la France de son histoire européenne, justement? Le programme de Marine Le Pen sur sa sortie de l'euro. Et merci d'être là parce qu'on a beaucoup d'interrogations. Hier encore, avant-hier, pardon, j'ai interrogé Marion Maréchal Le Pen. C'est vrai qu'il y a beaucoup, depuis ce week-end, il y a dans une interview au Parisien, Marine Le Pen qui dit l'euro est mort, il y aura une monnaie nationale. Après, on a vu Florian Philippot, Marion Maréchal Le Pen, Bernard Monod, peut-être vous là à l'instant, dans un instant, revenir en disant mais non, il y a d'abord des étapes successives avant de décider de sortir de l'euro et il y aura un référendum. Alors c'est très simple, quand Marine Le Pen dit l'euro est mort, elle fait le constat que la pérennité de la zone euro ne dépend pas simplement d'une décision exogène d'un État d'en sortir ou d'y rester. La zone euro aujourd'hui, c'est la lanterne rouge de l'économie mondiale. La zone euro aujourd'hui, ce sont les taux d'endettement parmi les plus forts au monde, les taux d'endettement public. Ce sont des chômeurs par million. Ce sont également une croissance anémique sur le long terme. Donc personne aujourd'hui ne peut dire que la zone euro fonctionne de manière satisfaisante. En réalité, il y a 2 solutions. Il y a ce que propose Emmanuel Macron, c'est-à-dire aller vers plus de fédéralisme. D'accord, compenser en quelque sorte la rigidité monétaire qui ne permet plus le règlement des déséquilibres par un budget fédéral et un impôt fédéral donc qui permettrait de contrebalancer l'inexistence des monnaies nationales. Pour cela, si on fait un budget fédéral, ça voudrait dire que les pays... Un budget de la zone euro, je précise. Voilà, pour ceux qui nous écoutent. Un budget de la zone euro, ça voudrait dire qu'en fait, les zones les plus riches, c'est-à-dire les pays les plus riches, mutualisent leurs excédents au profit des plus pauvres. Est-ce qu'on peut demander à l'Allemagne si elle est d'accord ?
ou aux pays d'Europe du Nord s'ils sont d'accord. La réalité, Oui, c'est qu'on... attendez, avant de rentrer là-dedans. Donc, on est bien d'accord, la sortie de la zone euro est la priorité de Marine Le Pen si elle gagne le deuxième tour de l'élection Vous m'avez présidentielle. pas laissé finir mon raisonnement. Oui, non, mais parce qu'après, non, mais c'est pas le détail. Non, question de calendrier et de programme. c'est pas le détail, madame. Ça, c'est le chapeau qui permet de comprendre la logique. Le problème aujourd'hui, c'est que la logique fédérale en Europe, du point de vue budgétaire, n'est pas possible. On ne peut pas compléter le fédéralisme monétaire de l'euro par un fédéralisme budgétaire. Aux États-Unis, c'est ce qui se passe, Oui. par exemple. Oui, mais les États-Unis, Vous avez des États très différents. les États-Unis, c'est une nation, monsieur Le Chiffre, ça ne Mais vous a pas en échappé. plus, ce n'est pas le schéma. C'est pas le cas de l'Europe. Non, Non, mais c'est pas le schéma de l'Union européenne, le schéma d'un État fédéral. C'est pas le Mais schéma. précisément, c'est que en fait, c'est un objet politique non identifié, Oui, l'Europe, nouveau, absolument. mais oui. qui peut pas marcher parce que Pourquoi ça va? Il n'y a aucune expérience qui n'a été non mais attendez, le consentement à l'impôt, il ne se fait qu'à l'intérieur d'un cadre national. Vous pouvez pas forcer un Allemand à se sentir solidaire d'un Grec, d'un Italien ou d'un Espagnol. C'est dans le cadre du budget Exactement, donc on découvre, si vous voulez, que derrière les propos lénifiants de M. Macron en termes de solidarité européenne, etc., le fait national est toujours vivace. Voilà. Ah oui, donc nous proposons notamment quand on parle de souveraineté budgétaire, on voit bien que la souveraineté budgétaire, elle existe puisqu'on a 13% de plus de dépenses publiques, par exemple, que les Allemands. Donc la souveraineté Exactement, budgétaire, donc, elle existe toujours. Ce que nous disons, c'est même que aujourd'hui, hein. l'Union européenne, elle détruit les puissances nationales sans être en mesure de construire une puissance européenne. Parce que qui dit puissance dit nation. Attendez, Jean-Michel, moi je voudrais quand même. Est-ce que oui ou non, on sort de l'euro dans les prochains mois dès que Marine Le Pen a remporté l'élection présidentielle? Je vais vous dire quelque chose. Notre projet n'a pas changé. C'est-à-dire que sur ce point-là, l'objectif reste le rétablissement d'une monnaie nationale. La réalité, c'est que nous avons un projet européen cohérent dont l'euro est une des parties. Nous allons procéder à une négociation sur l'ensemble de la refonte du projet européen. Il est évident que la seule politique qui est fédéralisée, qui est unique, c'est-à-dire la politique monétaire et l'instrument qui va avec, ça va prendre le plus de temps dans la négociation. Par contre, les autres politiques, budgétaires, douanières... 2019 Mais attendez, mais est-ce que M. Macron nous annonce, lui, quand il veut faire un budget européen... Non, mais parce que... Non, mais pourquoi... voyez, donc, non. on pose des questions parce qu'on s'interroge tous. Non, mais je note simplement qu'à M. Macron, lorsqu'il annonce la mise en place d'un budget européen, vous lui demandez jamais son calendrier. Et vous avez j'ai vu toutes vos ambitions, vous lui avez jamais demandé le calendrier, et pour cause, parce que justement le calendrier, par définition, ça dépend aussi de l'attitude de ceux que nous avons en face et de nos partenaires, d'accord? Donc là il y a l'objectif politique. Mais lorsque Marine Le Pen dit que 70% de son programme économique repose sur la sortie de l'euro, donc ça elle n'a pas dit ça. Elle a dit. Attendez, on va l'écouter. Marine Le Pen. Je partirai parce que si le résultat est non, alors c'est que les Français auront choisi un modèle de gouvernance qui est un modèle imposé par l'Union européenne, et dans ces conditions-là, à peu près 70% de mon projet ne pourrait pas être mis en œuvre. Voilà. Vous avez été prise en flagrant délit de déformation des propos. Pourquoi? Elle a parlé du projet européen. Elle n'a pas parlé de l'euro. Non, si c'était. Donc sur ne trompez pas les gens. Non. Si, Elle a pas. Non. Elle a dit le référendum. Le référendum porte sur quoi, madame? Le référendum porte sur quoi? Sur la sortie de l'euro. Non. Entre autres, il y a d'autres points. Voilà, ben Oui, attendez, mais ça fait, c'est incroyable ça. Ben pourquoi? Ben bien sûr que si, le référendum porte sur tout ce qu'on aura réussi à obtenir de la négociation globale sur la refonte du projet européen, y compris l'euro. Oui. Il ne faut pas tromper les gens, il faut dire la vérité aux gens. C'est justement la vérité. Mais non, c'est pas la vérité, c'est ce qu'on vient d'entendre. 70% dépend de son programme économique, dépend de savoir si ou pas on reste dans la zone euro. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit dépend du résultat. Faites-le réécouter. Je vous connais, donc j'aurais écouté en boucle. Ben voilà, mais elle parle du résultat du référendum. Il est évident que si on vient devant les Français en disant voilà ce qu'on a réussi à obtenir à la fois sur l'euro, sur tout le reste de la refonte du projet européen, et que le Français refuse, effectivement, ça devient compliqué d'appliquer son programme. Mais c'est pas l'euro, c'est le projet européen dans son ensemble. Alors on n'est plus sur la sortie de l'euro, là on est maintenant sur un programme beaucoup plus vaste. Mais c'est toujours le référendum, il n'a jamais été exclusivement sur la sortie de l'euro. Il a été sur ce qu'on nous arriverons à obtenir auprès de nos partenaires en termes de refonte du projet européen. Il faut que ça soit clair. L'euro, c'est une politique fédérale, mais il y a d'autres politiques qui sont encore communautarisées, où il y a encore une part de national. Et on peut récupérer la part nationale pour commencer à appliquer notre problème, notre projet. À chaque élection présidentielle, tous les candidats nous ont dit vous allez voir ce que vous allez voir, on va renégocier avec l'Europe, etc. Et puis ils sont tous revenus la queue entre les jambes parce qu'ils n'avaient rien obtenu. Mais parce que ce sont des candidats de l'inféodation. Aujourd'hui, ma question c'est est-ce que vous pensez vraiment
aujourd'hui, parce que le reste de votre programme, effectivement, c'est la préférence nationale, ce sont On va y plus venir, de ça, on va y barrières venir, bien sûr. protectionnistes, on va y etc. venir. Oui, mais ça veut dire qu'il faudra que nos partenaires européens, ils aillent dans ce sens-là. Pas du tout. Aussi. Pas du tout. Bah, il vous faut- connaissez le... Non, mais attendez, vous... faudra quand même un accord Les de la barrières part des protectionnistes et la préférence nationale, dans les règles actuelles de l'Union européenne, c'est pas possible. Nous sommes en phase, enfin notre Ça, c'est économie fondamental. est en phase de désintégration accélérée. Ouais. D'accord. Nous sommes dans une phase de désindustrialisation massive avec des pertes d'emplois massives. J'entendais tout à l'heure qu'il y a les localisations, les délocalisations. Oui, mais il faut faire la somme. Bah, la somme, elle est positive. La somme n'est pas positive. Bah, En matière d'emploi, elle n'est pas positive. En matière de croissance, elle n'est pas positive. Bah, En matière de qu'est-ce que vous déficit dites extérieur, elle n'est pas Qu'est-ce que positive. vous dites aux 2 millions de Français qui travaillent aujourd'hui pour des sociétés étrangères? Et qu'est-ce qu'ils craignent? Bah, ne plus avoir Qu'est-ce de qu'ils job. craignent? Bah, qu'est-ce qu'ils craignent? De Whirlpool. Ils craignent Ils des craignent protectionnistes. Whirlpool. Ils craignent des Bah, taux ça d'intérêt. tombe bien, Whirlpool, c'est la élevés. conséquence de la logique qui est appliquée Bah non, mais aujourd'hui. parce que justement, ça veut dire que Attendez, elles vont fuir. Vous me parlez de Whirlpool Ah oui, comme oui. si c'était une conséquence d'un projet, le nôtre, qui n'est pas encore appliqué. Il faut être logique. Non, c'est Le exactement. Whirlpool, c'est Si précisément on fait la fuir- conséquence de si on fait du fuir système les entreprises actuel. étrangères, si on fait fuir les entreprises Mais, étrangères, chère madame, on aura Whirlpool multiplié par. Whirlpool, c'est pas Paris. vrai. Whirlpool est une conséquence de la politique qui est appliquée depuis 30 ans. Il y a eu Whirlpool d'ailleurs, il y a eu Villevorde, si vous vous en souvenez, monsieur Le Voilà. Chip, Mais et de pour bien ça, d'autres. vous avez Et des à chaque General fois, ça Electric. défraye la chronique. C'est que les entreprises qui s'en vont, mais il y en a plein qui viennent Oui. aussi. Il y a des General C'est-à-dire, Electric c'est- qui viennent, il y a voilà. des Procter Certes, Gamble, il y a des. vous voyez, il y a plein de sociétés effectivement, si on fait le étrangères. bilan, on peut pas Ouais. dire que la France se réindustrialise Non, depuis 10 ans. globalement, c'est vrai. Global. Ce qu'on peut Attendez, dire, mais c'est que ça les qui nous entreprises intéresse. étrangères- Macroéconomiquement, Alors, c'est attendez, ça qui nous justement, intéresse. on va parler de protectionnisme parce que c'est le chiffre de Le Chypre, Emmanuel. C'est une petite chronique qu'on fait systématiquement tous les soirs dans le H, où Emmanuel choisit un chiffre et après, vous aurez le droit, évidemment, de lui répondre, Jean-Michel. J'espère bien. BFM Business, l'heure H, le chiffre de Le Chypre. Alors, parce que c'est au cœur de votre programme, en l'occurrence, c'est 3 000 € par an. Ouais. C'est ce que coûterait aux ménages, cette fois-ci, le retour à la monnaie nationale et à l'instauration de mesures protectionnistes. Alors évidemment, vous avez vos sources, vous avez vos Je veux les savoir. démonstrations. Bien sûr. Et après, Jean Messia vous répondra. Alors, premier point, quand on regarde, et là ce sont les travaux d'économistes du CEPI, dont Lionel Fontanier, qui est un des économistes qui est plutôt reconnu connaît sur le bien marché ici. pour ses travaux sur la mondialisation, qui a calculé ce qu'économisaient les Français en achetant des produits venant des pays à bas coût de main-d'œuvre. On est à peu près autour de 200 € par mois. Allez, je vous le fais à peu près à 2000 € par an. Si vous prenez après le retour à la monnaie nationale, pour avoir discuté avec vos économistes comme Monsieur Monod ou Monsieur Murer, ils disent à peu près la dévaluation raisonnable qu'on attend de notre nouvelle monnaie, c'est environ 20%. Un petit peu moins. C'est pas eux qui disent Oui. ça. Hein. Ça a Non, été mais- calculé par le FMI. Non, non, c'est eux qui le disent. Mario Maréchal non, Le Pen disait voilà. 8-10%. Ils le disent. Vous Mais voyez, ça, donc, ce sont les chiffres du FMI. De 8%, À peu près, c'est ça, 8% exactement, c'est pour ça. principale Voilà. C'est monnaie. 8% pour le FMI, 12% pour le CDE. Sachant qu'il y a des grandes monnaies Et 20% auxquelles on pour Bernard dévaluerait Monod, plus, alors. etc. Et puis d'autres Donc, allez-y, auxquelles allez-y, on Manuel. dévaluerait moins. Bon, si on fait à peu près effectivement les 8-10% et qu'on les applique finalement au fait que vous avez à peu près 25% des produits consommés par les Français qui sont des produits importés, vous vous retrouvez avec là encore un coût qui est d'à peu près 1000 € par an en plus. Ça veut dire que pour le ménage moyen, si on l'empêche finalement d'acheter des produits à bas coût étrangers et si on l'oblige à acheter des produits qui auront été réévalués parce que la monnaie affaiblit et qu'on n'a plus ces produits-là en France, ça fait quand même une facture qui est assez élevée, sur Donc l'année. vous Et donc dites la 3 000 question, € c'est par an. est-ce que finalement ces mesures qui prétendent protéger les plus modestes, est-ce Ne que se c'est à retournent eux pas contre- que ça Vous savez, pénalise en priorité? quand je vous écoute et quand j'écoute vos analyses, c'est là où je confirme qu'il n'y a pas de science économique et que l'économie est toujours politique. Derrière la modélisation, c'est une opinion, c'est ce que disait. C'est pas de la modélisation, c'est de l'arithmétique. Bah oui, mais enfin, c'est une manière Ah non. de modéliser. Ah bah non, c'est pas de la modélisation. Ah bah si, c'est de modéliser. Enfin, Quand bon, vous savez, ne jouez pas sur les c'est une mots. règle de Bon. 3. La règle de La 3, c'est dévaluation, pas de la- non. la dévaluation, vous savez très bien, je ne vais pas faire un cours d'économie ici, mais la dévaluation, vous savez très bien qu'elle a effectivement un effet sur les importations, Ouais. qui d'ailleurs effet qui dépend de la quantité, de la proportion de biens que vous importez, d'accord. On le sait. Dans le cas de la France, c'est à peu près 20 à 30% dans le panier de la ménagère. Vous avez pris 25. Voilà, donc déjà l'inflation globale
elle est composée de l'inflation domestique et de l'inflation importée. La dévaluation, elle ne concerne que l'inflation importée. Bien sûr, Et mais c'est donc, on applique allez-y, 8% sur un panier de 20%, sans tenir compte du comportement des marges des entreprises qui peuvent absorber une partie. Donc la réalité, c'est que l'impact, il ne sera pas aussi important. Ça, mais à supposer que ça soit vrai. À supposer que ça soit vrai. Ouais. Où est la deuxième séquence? Où est l'impact obtenu par la dévaluation sur la hausse de compétitivité de nos produits à l'étranger? Pourquoi c'est pas calculé, ça? Pourquoi on s'arrête à la première séquence et on fait comme si la dévaluation avait des effets... La courbe en J, ça vous dit quelque chose? Parce que je vais vous dire, parce qu'aujourd'hui, la base industrielle de la France est telle qu'on n'est pas capable aujourd'hui de profiter dans des proportions identiques. Merci, monsieur Lefebvre. Vous annoncez le deuxième point, d'où la cohérence de notre projet, c'est que nous avons précisément un plan de réindustrialisation progressive de la France qui permettra effectivement, petit à petit, d'augmenter la taille de la base industrielle, la taille du gâteau d'emploi, en quelque sorte, en remettant les gens au travail, afin de permettre de maximiser. Mais même dans l'immédiat, je veux dire, quand récemment l'euro... Est-ce que vous pensez qu'on peut être... Non, mais juste là-dessus. Oui. Quand l'euro s'est dévalué, tout le monde disait bravo, génial, l'euro se dévalue, c'est une bouffée d'oxygène pour nos entreprises. Absolument. Et quand l'euro se réévaluait, on disait génial, ça va faire... Donc, ce qui est appliqué à l'euro s'applique à toute monnaie. Il n'y a pas de raisonnement monétaire exclusivement réservé à l'euro. La seule chose, c'est que maintenant, il y a quand même des produits... On ne peut pas se dire que l'euro, quand il s'évalue, c'est génial, quand il se dévalue, c'est génial. Globalement, l'effet est neutre à peu près. En fait, je ne veux pas me lancer dans ce débat-là. La réalité aujourd'hui, c'est pas ce que vous disiez. Toujours. Non, c'est pas ce que vous disiez quand l'euro se dévaluait. Jean, mais c'est justement, parce que vous parlez d'importation, sur la taxe sur les importations. Au départ, on était sur une taxe sur les importations de 3%. Elle a disparu. Et on a vu qu'on était maintenant sur certaines importations. Non, il y a eu un accord de gouvernement avec Nicolas Dupont-Aignan. Pardon, je finis, c'est que encore Mario Maréchal Le Pen ou Marine Le Pen a dit ça sera sur quelques produits ciblés. Ça sera une moyenne. Ça sera sur. Vous savez. Ça veut dire quoi une moyenne? Une politique douanière dans tous les pays et même dans l'histoire de France, une politique douanière, c'est toujours une politique sous forme d'écluse, une politique flexible, une politique des circonstances. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la période où la France avait une politique douanière. On avait des nomenclatures de produits et on avait des taux. C'était une administration douanière tout entière avec plusieurs centaines de fonctionnaires qui étaient en charge de l'application produit par produit, zone par zone de la politique douanière de la France. Là, ça va être quoi? Ça va être quoi? La 3%, c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y a certains pays qui ne respectent pas les normes sociales, environnementales, etc. L'importation. Mais laissez-moi finir ma réponse. Non, mais parce que j'ai pas. Vous posez une question, vous me laissez pas finir. Si, mais parce que ma question était incomplète, donc je vous prie de m'excuser. C'est sur les importations intra-européennes ou extra de l'Union européenne? Écoutez, les deux, parce que nous avons au sein de l'Europe des pays dont les salaires, par exemple, horaires, n'ont rien à voir avec les nôtres. Je parle des pays de l'Est de l'Europe, par exemple, qui d'ailleurs nous font une concurrence déloyale via la directive détachement des travailleurs, que la Commission européenne nous interdit de retoquer, même lorsqu'il y a des fraudes. Restons sur les taxes sur les importations. C'est assez incroyable. Restons sur les taxes sur les importations. Les taxes sur les importations, c'est quelque chose de flexible. Ça veut dire que plus on contrevient aux normes sociales, aux normes environnementales, aux normes sanitaires, plus la taxe sera élevée. Donc les produits chinois, par exemple, ou indiens, où il y a des problèmes sociaux, exactement. Elle sera très élevée. Moins c'est le cas. Elle sera quoi? Mais 8%, 9%? Moins c'est le cas. Écoutez, pour l'instant, puisque c'est une moyenne. On part sur 3%, mais rien n'empêche, parce que c'est encore une fois... Ça n'a pas disparu de l'accord de gouvernement. Ça n'a pas disparu de l'accord de gouvernement. 3%, c'était une moyenne. C'est une moyenne. C'est une moyenne. Mais donc, par exemple, les Chinois, avant, ça ne l'était pas. Maintenant, c'est devenu une moyenne. C'est-à-dire qu'il y a certains produits où il y aura 0. Et d'autres qui seront, voilà. Et bien combien justement? Je veux savoir le maximum. 3, pour l'instant 3, mais encore une fois, ça ne sera pas une moyenne. C'est entre 0 et 3, la moyenne sera c'est une politique douanière qui, si vous voulez, l'élection présidentielle, c'est une élection qui fixe les grandes orientations. Ni Marine Le Pen ni Emmanuel Macron ne sont candidats au poste de chef de bureau de la fiscalité à Bercy. Ça, ce sont des choses qui se mettent en œuvre par la suite. Ça a des reproches que du reste, ça fait Marine Le Pen et Emmanuel Macron, en l'occurrence. Nous entendons. Son programme n'était pas suffisamment précis. Nous entendons, le sien non plus, parce que j'attends qu'il nous. Nous entendons rétablir la politique douanière de la France. Tous les pays du monde ont des frontières, tous les pays du monde ont des douanes. Si le projet européen de démantèlement des frontières ou de démantèlement des monnaies était une si bonne idée, nous aurions été suivis. Personne ne nous a suivis à travers le monde sur ces aventures. Jean Michel, j'ai l'impression que depuis le premier tour de l'élection présidentielle, en fait,
on est un peu dans le flou, et vous Dans ne le l'êtes flou, pas. oui, vous avez raison. Dans le flou. Dans le flou médiatique. Dans le sens, non, j'ai dit le flou, dans le sens où Marine Le Pen veut pas, essaie de plus faire peur à des électeurs des fillonistes qui pourraient voter peut-être Marine Le Pen, voire à des mélenchonistes, et que du coup, on est un peu dans une zone un peu grise qui peut satisfaire un peu tout le monde. Vous êtes plutôt depuis le début, justement, que vous êtes aux côtés de Marine LePen, vous êtes pour la sortie de l'euro, par exemple. Mais c'est un objectif que tout le monde oui. partage au sein du Front National. Mais alors pourquoi ce flou, encore une Il y fois, a ou pas de sur les flou. taxes sur les importations, c'était pas flou il n'y a avant, pas de flou. maintenant ça l'est. D'abord, il y a une campagne de premier tour, une campagne de deuxième tour. Le deuxième tour, c'est une campagne qui est de rassemblement, Oui, d'ouverture. d'accord. Nous avons eu effectivement le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan. Quand on a des ralliements, on est obligé effectivement d'arrondir un certain nombre d'angles pour que l'accord soit rendu possible. Mais en rien, ça ne remet en cause en rien, je dirais, l'aspect structurel, la profondeur de notre projet, le fond de notre projet. Ce sont des agencements de forme, mais personne ne conteste l'utilité de revenir à une monnaie nationale, personne ne conteste l'utilité d'un retour aux frontières, personne ne conteste le retour de... Vous dites qu'une partie de l'application du programme dépendra de ce qu'on négociera avec les partenaires européens. Quelle est la limite pour vous de l'acceptable? Est-ce que par exemple, si les partenaires européens vous disent « pas question » même si on revient à une monnaie nationale, votre banque centrale puisse prêter autant qu'elle veut au gouvernement et que nous, on veut une banque centrale indépendante, est-ce que pour vous, c'est une condition qui est acceptable ou pas? Est-ce que vous seriez prêt à revenir si vous voulez, sur cette notion de reprise d'indépendance de la banque centrale? Je vois mal la Banque centrale européenne qui, en 2012, s'est assise sur les dispositions du traité, parce que je vous ai entendu tout à l'heure dire on a eu une baisse spectaculaire des taux d'intérêt, ce qui est vrai. Mais à quoi c'est dû? C'est dû au fait que Mario Draghi s'est assis sur les dispositions du traité et fait ce que vous voudriez faire. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Exactement. Les mêmes causes produisant. Qu'est-ce qu'il a autorisé? Il a simplement autorisé les banques commerciales à réescompter les bons du Trésor, y compris des pays comme la Grèce, auprès du guichet de la Banque centrale européenne. Et c'est ça qui a fait Marianne Le Pen en a rêvé, Mario Draghi. Le taux d'intérêt est un prix. Si vous cassez un monopole, le prix tombe. C'est exactement ce qui s'est passé sur les marchés financiers. Jean Messia, je sais pas, est-ce que vous avez vu la tribune dans Le Monde de Yanis Varoufakis? Sauf que nous allons le faire au profit de notre économie nationale et pas au profit d'un magma informe d'économie. On en a beaucoup profité, la France, en l'occurrence. Vous avez vu Yanis Varoufakis, l'ancien ministre grec des Finances, qui appelle à voter pour Emmanuel Macron en disant lui, il nous a soutenus? Oui, mais parce que ça, c'est du copinage. Il retient peut-être effectivement l'époque où la Grèce était dans un... Copinage, Varoufakis, il n'est pas vraiment pour Macron. Non, mais je veux dire départ, du copinage personnel. On peut être copain sans avoir exactement les mêmes vues. Je veux dire, Varoufakis... Donc c'est du copinage? Bien sûr. Et puis de toute façon, c'est pas parce qu'il appelle à voter Macron que, au contraire, non, mais je veux dire, c'est décrédibilise. Non, mais je veux dire, après tout, Robert Rue appelle à voter Macron aussi. Je voulais que je vous dise. Chacun fait ce qu'il veut. Merci beaucoup, Jean Messia, d'avoir été avec nous. On voit que le débat se poursuit. Merci, Emmanuel Le Chypre. Jean Messia, donc le coordinateur du programme de Marine Le Pen, était notre invité.